OK. OK. Bien. Alors, nous allons sans plus tarder commencer la correction de l'exercice. Voilà. OK. Donc, l'exercice, il était question de créer une mini calculatrice en JavaScript. C'est ce qui a été demandé de faire. Et donc, c'est ce que nous allons voir, la correction. Alors, donc ici à l'écran, je ne sais pas si vous voyez mon écran, là, ici à l'écran, vous avez le code HTML que j'avais moi-même donné pour l'occasion, pour vous faciliter un peu la tâche, pour que vous vous concentrez plus sur le volet euh, JavaScript et éventuellement ajouter un peu de CSS. Alors, donc, le côté CSS, je me suis inspiré, pour ne pas dire j'ai reproduit carrément le CSS que monsieur, comment il s'appelle déjà? Monsieur Larbi a fait. Donc, j'ai repris son CSS. Donc, le CSS, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. C'est des choses que je suppose que vous connaissez au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on va voir déjà dans le navigateur. Oui, l'autorisation, Monsieur Jonas Etienne. Excusez-moi. Donc, OK, je vais donner les autorisations. OK. OK. Donc, je me suis inspiré, comme j'ai dit, voilà, de ce que voilà, du CSS que monsieur Larbi nous a produit. Voilà, voilà. Donc, rien de bien extraordinaire, hein. Voilà, c'est juste du CSS. Et donc, on va voir ce qu'il a utilisé dans son CSS. OK? Donc, par contre, le bouton effacer, ça, c'est lui qui l'a ajouté. Ça ne fait pas partie de l'exercice. Donc, on va l'enlever pour le moment. Voilà. Bien. Donc, nous avons ici, OK, notre HTML et dans le côté CSS, voilà, il a juste mis body HTML à 100%. Le body, juste un display flex dessus. OK. H1, un margin bottom et un texte align center. Le formulaire est H1, une largeur de 300 pixels, bordure padding et background color aqua. Donc, aqua pour avoir cette couleur-là. OK. Un label font size de 20 pixels, donc les labels. Alors, donc ces sélecteurs-là, input type number, input type submit, c'est tout simplement pour dire que le champ input de type number et le champ input de type submit, je veux qu'ils aient un 8dth, donc une largeur de 300 pixels. Voilà. Donc, c'est ce qui est fait ici. Input type number, margin bottom 20 pixels. Donc, voilà, il a mis les marges
en bas de 20 pixels. OK. ID écran. Alors, sur l'ID écran, il met un padding top, une hauteur, une largeur, une couleur du texte, une couleur de fond. OK. Donc, une taille du texte, la police du texte, la bordure et il fait un arrondi sur le bord. Et c'est ce qui est ici, juste en bas là. Voilà. C'est ce qui est affiché juste en bas ici. Voilà. Donc, c'est la stylisation de ce qui est en bas ici qu'il a fait. Parfait. Nous avons donc number 1 et number 2. Donc, dièse number 1 et dièse number 2, c'est la même chose que input type number. Donc, ce sont les deux éléments de number. Donc, c'est ce qui est ici. ID number 1, ID number 2. Voilà. Il dit une hauteur de 20 pixels et il veut qu'à l'intérieur, on ait les mêmes polices qu'il a eu à utiliser ici. OK? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que même, je vais reproduire ça ici comme ça. Hop. Voilà. Pour qu'on ait un style assez uniformisé. OK? Donc, voilà. Voilà. Comme ça, on est sur une vraie mini calculatrice. Bien. Alors, ensuite, calcul. Bon, effacer, ça, on n'en a plus besoin. Donc, calcul margin top 5 pixels. Padding 5 pixels, margin top 5 pixels. Alors, calcul, c'est juste ça. Voilà. Donc, c'est ce qui est marqué ici. Ah non, calcul, c'est le bouton. OK, d'accord. Donc, c'est le bouton calculer. Alors, le bouton calculer, on va le styliser un peu. Alors, on va enlever les bordures déjà. Donc, border none. Alors, on va mettre un arrondi. Non, on va laisser l'arrondi. On va juste mettre une couleur de fond. Donc, background. Background, on va dire light blue. Voilà. Donc, voilà, notre petit bouton, il est là. Alors, on va mettre un curseur dessus pour avoir le petit doigt. Donc, pointer. Euh, donc, le padding, on va l'augmenter un peu à 10. Et la couleur du texte en blanc, donc white. Voilà. OK. Donc là, on a le bouton calculer. OK. Bon, parfait. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais attendez. Light blue, on va changer. Light blue, on va mettre green. Voilà, on va mettre green pour que ce soit vert. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est juste la mise en forme CSS classique que vous connaissez tous, hein. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer le côté JavaScript. Bien. Alors, je ne sais pas si ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière, si vous avez eu le temps de regarder la vidéo pour vous mettre à jour. Voilà. Parce qu'il y a des choses, tout ce qu'on a eu, la grande partie en tout cas de ce qui devait être fait dans l'exercice, c'est voilà, et dans le support de cours. À part quelques petites recherches qu'il fallait faire, mais la grande partie de ce qu'il fallait faire, en tout cas dans l'exercice, est dans le support de cours. Alors, donc, pour utiliser, pour travailler du côté JavaScript, on a opté ici, et c'est ce qui est recommandé, un fichier JavaScript externe. Voilà. Donc, on a utilisé un fichier JavaScript externe ici. OK? Voilà. Donc, le voici qui est là. On l'inclut ici en dessous de notre body. Script src js slash script.js. Voilà. Donc, on a créé un dossier JS et à l'intérieur, on a créé notre fichier script.js qui est là. Voilà. Alors, c'est bon, c'est top. On va maintenant commencer à travailler. Alors, éventuellement, comme j'ai dit, en JavaScript, les erreurs s'affichent dans la console. Donc, pour afficher la console, pour voir toutes nos erreurs et surtout pouvoir faire un débogage, je vais donc faire un clic droit et inspecter, OK, et aller sur la console. Voilà. Pour pouvoir, bien sûr, éventuellement capturer mes erreurs et aussi pouvoir faire un débogage de toutes mes variables avant, bien sûr, de les utiliser. Voilà.
Parfait. Donc là, on se met comme ça et on va maintenant commencer notre, notre travail. Bien. Alors ici, donc c'est le topo que je vous donne en tout cas pour tous les exercices JavaScript. Cherchez déjà les variables, OK? Cherchez les éléments déjà que vous allez devoir récupérer et stockez-les dans des variables. Donc ici, quels sont les éléments que nous devons récupérer? Nous devons récupérer le premier nombre, OK? Ensuite, récupérer le deuxième nombre que nous allons stocker bien sûr dans des variables. Récupérer le signe du calcul, donc soit plus, moins, fois ou divisé, OK? Et ensuite, une fois qu'on a récupéré le premier nombre, le deuxième nombre et le signe, on peut maintenant faire notre calcul. Donc ici, nous avons trois éléments à récupérer. Le premier nombre, le deuxième nombre et le signe du calcul. Et bien sûr, une fois qu'on a ces trois éléments, on va maintenant créer notre petite fonction qui, lorsque nous allons cliquer sur ce bouton, va faire le calcul et afficher ça ici dans notre, voilà, dans notre div qui a été créé spécialement, dans notre encart qui a été créé spécialement en fait pour l'occasion. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Bien. Alors, comment faire? Alors, pour ceux qui sont à jour, voilà, ce qu'on a eu à dire, c'est quoi? C'est qu'on a dit que pour créer des variables, il faut soit utiliser let, soit var ou const. Et on a dit aussi que, alors on va agrandir un peu. Voilà. Voilà. On a dit aussi que const ne change pas, donc ne varie pas. Var est une variable globale et let est une variable définie dans une classe que nous allons utiliser, mais qui ne peut être utilisée de façon globale. Mais vous pouvez tout le temps utiliser let et var et aussi const, en tout cas si vous avez des variables qui ne vont pas changer. OK. Donc ici, je vais créer ma première variable avec const, puisque le premier nombre que je vais écrire n'est pas amené à changer. Voilà. Le premier nombre que je vais écrire, lui, ne changera pas. Lui, il sera, voilà. Ça sera on a mis 10, ça sera 10 pour tout le calcul. Si après on change que ça devient 20, ça sera 20 pour tous les calculs. Bien. Donc, je crée ma variable const et je vais donner un nom à ma variable. Donc, je mets NB1. Donc, NB1 pour dire nombre 1. Et je fais un signe d'affectation. Alors, l'affectation en JavaScript, c'est avec le signe égal. Donc, const NB1 égale. Et maintenant, je vais sélectionner l'élément qui a l'ID number 1. Et l'élément qui a l'ID number 1, c'est bien sûr l'input qui a ce ID-là. Donc, comment on fait pour récupérer son JavaScript? Ça, j'avais montré. On fait juste un document.get element by ID. OK? Et on va mettre le nom de notre ID. Et le nom de l'ID, c'est quoi? C'est bien sûr number 1. Donc, à l'intérieur, ici, entre les griffes, j'écris number 1. Comme ça. Je fais la même chose pour pouvoir récupérer aussi le deuxième nom. Donc, const nb2 va être égal à la même chose. Document.get element by ID et je mets number 2 pour récupérer le deuxième nombre. OK. Bien. Alors, si je fais un console log pour voir ce qu'il y a dans NB1 et dans NB2, donc console log, c'est pour afficher le résultat de variable dans notre console. Voilà. Donc, si je fais console log NB1 et NB2 et que j'actualise la page ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr ici, voilà, comme vous pouvez le voir, on a le NB1. Vous voyez, quand je passe mon curseur dessus, automatiquement, en haut ici, il surligne en fait l'élément sur lequel je suis. Et NB2, bien sûr, il surligne l'élément sur lequel je suis. Donc, il a sélectionné, bien sûr, le premier input et le deuxième input. Donc là, je suis bien dans les deux éléments dans lesquels je veux récupérer mes valeurs. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous, on n'a pas envie de récupérer les inputs.
Ce que nous, on veut, voilà, on n'a pas envie de récupérer les éléments HTML. Ce que nous, on veut, c'est récupérer quoi? Les valeurs qui seront contenues à l'intérieur de ces variables-là. N'est-ce pas? Bien. Alors, pour pouvoir récupérer les valeurs qui sont à l'intérieur de champ input, OK? Pour pouvoir récupérer les éléments qui sont à l'intérieur de champ input, et je précise bien que c'est seulement pour les champs input, OK? OK, un instant, excusez-moi.
OK. Excusez-moi, je m'étais déplacé. Alors, bien. Donc, allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Bien. Donc, on poursuit. Donc, ici, si je veux récupérer, comme j'ai dit tout à l'heure, les valeurs et pas tous les inputs, il faut que j'ajoute derrière le champ ici, point value. Voilà. Donc, lorsque je fais comme ceci, donc, const nb1 document.getElementById number1.value, il va me retourner la valeur de l'élément sélectionné. Document.getElementById number2.value, il va me retourner dans la variable nb2 la valeur de l'élément sélectionné et pas tout le contenu HTML. Moi, je veux juste la valeur. Il faut la valeur pour pouvoir faire le calcul. Parfait. Bien. Alors, si on va tester, vous allez voir ce qui va se passer. Bien. Alors, parfait. Parfait. J'actualise ici, je mets 10 et je mets 20. Bien. Alors, regardez bien. On va tester ça directement dans notre console. Alors, donc, const nb1, je copie tout ça et je viens coller ça ici. Alors, effectivement, on me dit que ça a déjà été déclaré. OK. Donc, ça, c'est normal parce que j'ai déjà déclaré NB1 ici et je viens de déclarer encore NB1. Et on me dit que NB1 a déjà été déclaré. Et vu que c'est une constante, il ne pourra pas changer de valeur. OK, c'est normal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt mettre NB3. OK, voilà. Ou je vais mettre test 1. Alors, test 1 récupère la valeur de l'élément number 1. Et moi, je veux voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, je fais juste un console.log de test 1. Et qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne ici 10. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est 10 que j'ai saisi là, ici. Dans l'input qui a ID 1, j'ai saisi 10. Comme vous pouvez voir, ici. J'ai bien saisi 10. Voilà. On va maintenant récupérer et voir s'il nous retourne 20 sur le deuxième élément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer une constante test2, comme ça, et je vais récupérer la valeur de number 2. Donc, document.getElementById number2.value. OK, OK. Je fais console.log de test2. Test2. Voilà. Et éventuellement, naturellement, si tout est bon, il doit m'envoyer 20. Et c'est ce qu'il m'envoie, 20. Alors, je peux récupérer alors mon nombre 1, donc la valeur du nombre 1, et je peux récupérer la valeur du nombre 2. Donc là, je suis bien. Maintenant, je dois pouvoir récupérer le troisième élément qui est quoi? Qui est le signe du calcul avant de faire le calcul. Bien. Donc, ici, je peux récupérer le nombre 1, je peux récupérer le nombre 2. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais pouvoir récupérer le signe. Donc, je vais créer maintenant ma constante pour le signe. Donc, const signe égale à quoi? Égale, alors, le signe, c'est quoi? Le signe, c'est un input radio. Alors, donc le signe, c'est un input radio. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le signe doit soit être plus, soit moins, soit fois, soit divisé. Mais il peut pas être les 4 à la fois. Il peut pas être 2. C'est un seul. Donc, lorsqu'on va cliquer, si un est déjà sélectionné, il va se désélectionner et sélectionner l'élément sur lesquels nous sommes actuellement. Ça, c'est rien de compliqué, c'est rien de nouveau pour vous. C'est un input radio, c'est classique. Parfait. Alors, la particularité des inputs radio, c'est quoi? C'est qu'ils ont le même nom. Donc, vous voyez, là, ils ont le même nom. Name opération, name opération, name opération, name opération. Donc, ils ont le même nom avec des valeurs ici différentes. Mais ils ont le même nom.
et des ID différents, éventuellement. Pour que lorsqu'on clique, on puisse éventuellement, sur le label, sélectionner l'élément nativement et dynamiquement. Parfait. Alors, qu'est-ce que maintenant nous allons faire? Ici, nous allons récupérer, non pas avec les ID, mais avec un query selector. Alors, lorsque vous voulez récupérer un élément HTML avec son ID, vous utilisez document.getElementById. Lorsque vous voulez récupérer avec sa classe, vous faites document.getElementByClassName. Lorsque vous voulez récupérer avec la balise, vous faites document.getElementByTagName. Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est dans le cours. Voilà, pas dans le cours que je vous ai donné la semaine dernière, mais dans le cours qui viendra. Tous les sélecteurs JavaScript y seront. Mais là, je vous fais juste un petit avant-goût. Donc, récupérer un élément par son ID, c'est document.getElementById. Récupérer un élément par sa classe, c'est document.getElements comme ceci, by class name. Voilà. Get elements avec un S ici, by class name. Ça, c'est pour récupérer par la classe. Pour récupérer par, si vous voulez récupérer par la balise, OK? Vous voulez récupérer par la balise, vous faites un document.getElement by tagname. OK? Document.getElement by tagname. OK? Donc, vous faites document.getElement comme ceci by tagname. Avec bien sûr S. Parce que, par exemple, si ici tagname, vous mettez P, on peut avoir plusieurs P. Raison pour laquelle il y a un S ici. Parce qu'on peut avoir plusieurs P, n'est-ce pas, sur notre page HTML. N'est-ce pas? On n'a pas qu'un seul. On peut avoir plusieurs P. Voilà. Alors qu'un ID, on peut avoir qu'un seul et unique ID sur une page. Pas deux, pas trois, un seul. Raison pour laquelle on ne met pas de S. Mais ici, on met des S sur les classes et sur les autres parce qu'on peut en avoir plusieurs. Bien. Donc, pour le signe, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser document.querySelector. Alors, vous allez me demander querySelector, c'est quoi? querySelector, c'est tout simplement, OK, lorsque vous voulez récupérer un élément qui n'a pas déjà son sélecteur JavaScript. Je m'explique. Pour récupérer un élément par son ID, getElementById existe. Pour récupérer un élément par sa classe, getElementByClassName existe. Pour récupérer un élément par sa balise, getElementByTagName existe. Mais si on veut récupérer un élément, pas par son ID, pas par la balise, pas par la classe, alors on utilise document.querySelector. Alors, donc querySelector, qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va sélectionner tous les inputs qui ont le name opération. Tous les inputs qui ont le name opération. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre input, OK, et je mets comme ça les crochets, comme ceci. Voilà. Parfait. Et je mets name égale opération. Donc, c'est la même chose qui était fait ici en CSS, comme vous voulez voir. Lorsque notre cher ami voulait sélectionner ça, c'est la même chose. Donc, c'est juste ici, au lieu qu'on prenne le type, on ne prend pas le type, mais plutôt le name. Donc, input, là même je me suis trompé, voilà. Input name, opération, comme ça. Alors, si vous avez mis ici double griffe, il faut qu'à l'intérieur, vous mettez une griffe. Parce que si vous mettez deux fois double griffe, vous aurez des erreurs. Comme vous voyez là, ça sort en blanc. Et ça ne doit pas sortir en blanc, ça va rester dans la couleur. Donc, lorsque vous mettez ici double griffe, à l'intérieur, vous devez mettre des single griffes. Comme ça. Donc, une griffe. Bien. Alors,
const sign égale document.querySelector input name opération. Qu'est-ce que ça va m'envoyer? Eh bien, on va aller voir ce que ça envoie. Bien. Donc, je copie tout ça et on va tester ça dynamiquement dans la console. Alors, je viens, je colle comme ça. Alors, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Je vais recopier. Voilà. Ici. Je recopie ça. Je viens dans ma console et je colle. Alors, pour ne pas avoir d'erreur, je change. Je mets test S pour le dire test du signe. Voilà, donc test signe. Alors, je lance. Et on va faire un console log pour voir qu'est-ce que ça me retourne. Test signe. Alors, il me ramène quoi? Eh bien, il me ramène le premier élément. Donc, il me ramène là le input radio qui a quoi? Qui a la valeur plus. Parce que c'est le premier élément. Donc, c'est ce qui me ramène. Bien. Si je veux sélectionner autre chose que plus, je ne peux pas me baser sur querySelector simplement avec cette valeur qui est ici. Parce qu'il va me ramener toujours le premier élément qui est plus. Moi, je veux qu'il me ramène l'élément qui est coché par défaut. Je ne veux pas qu'il me ramène toujours plus, plus, plus. Parce que si je choisis fois et que je lance, il va toujours me ramener plus. Parce que lorsque vous mettez querySelector comme ça, il ramène le premier élément. Alors, pour ramener l'élément qui est coché, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter à la fin ici 2 points. Checkid. Checkid. Parfait. Input name opération 2 points. Checkid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ramène-moi le input qui est coché. Alors, le checkid que j'ai mis ici en JavaScript équivaut au checkid si on l'avait mis dans notre HTML comme ceci, checkid ici. Voilà. Donc, si je mets un checkid ici dans mon HTML sur le signe fois et que j'actualise, par défaut, ça sera le fois qui sera coché. N'est-ce pas? Mais vous allez voir que si je fais comme ceci, test signe, et que j'envoie avec le querySelector et que je fais un console log de la variable, c'est quelle variable j'avais mis déjà? Test signe. Voilà. Il me ramène toujours plus. Comme je vous avais dit tout à l'heure. Quand vous faites querySelector simplement, il va vous ramener toujours le premier élément. C'est toujours le premier élément qu'il va vous ramener. Mais nous, ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'élément qui est coché. Alors, on va faire le test et voir s'il nous ramène fois. En tout simplement mettant ici, en changeant la variable, tout simplement, test signe vrai. Donc, test signe vrai. Donc, le vrai signe. Voilà. Et on va ajouter tout à l'heure ce que j'ai dit, le 2 points checkid. Checkid. Comme ça. Et on va voir s'il nous ramène fois. Donc, je lance et je vais faire un console log de test signe vrai. OK? Et qu'est-ce qu'il me ramène? Il me ramène fois. Pourquoi? Parce que c'est fois qui est coché. Alors, si je vais cocher le signe divisé et que j'essaie maintenant de faire un autre console log de test signe vrai, alors, éventuellement, je dois le récupérer l'élément qui est coché. Voilà. Et que je fais un console log de test signe vrai, il me ramène quoi? Il me ramène le signe divisé. Donc, avec le 2 points checkid, je peux maintenant récupérer le signe qui est coché. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau avant qu'on aille plus loin? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Ou est-ce que tout est bon, niveau compréhension, et on peut avancer?
Réagissez tout le monde, s'il vous plaît, ou vous êtes en train de dormir. Monsieur Danyogo, Monsieur Yoro, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Dites-le et on l'explique. Monsieur Jonas Etienne. Monsieur Jonas Etienne, est-ce qu'il est là? Oui, monsieur Abbé, j'ai bien compris. J'attends d'avoir tous les retours et faire une explication globale. Voilà. Monsieur Larbi et monsieur Luc Botti, eux, je sais qu'ils comprennent parce qu'on a déjà eu à faire ça hier. OK. Bien. Alors, je reprends. Et prêtez bien attention à ce qui va être dit. Bien. J'enlève ici le check-it. Et on va retourner à l'étape initiale. Voilà. Parfait. Donc, nous sommes ici, sur notre petite calculatrice. On a pu récupérer le premier nombre, on a pu récupérer le deuxième nombre. Et maintenant, on veut quoi? On veut pouvoir récupérer le signe. Bien. Alors, comme je l'ai dit, le query selector permet de récupérer des éléments HTML qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas déjà un sélecteur qui existe en JavaScript. Comme je l'ai dit, getElementById, ça c'est pour les ID. GetElementByTagName, ça c'est pour les balises. GetElementByClassName, ça c'est pour les classes. Mais nous ici, on veut récupérer ça. On veut récupérer input name opération. Ça, il n'y a pas de sélecteur qui existe pour ça en JavaScript. Il n'y a pas de sélecteur particulier pour ça. Et comme je l'ai dit, lorsqu'il n'y a pas de sélecteur particulier, dans ce cas-là, on utilise query selector. Lorsqu'il n'y a pas de sélecteur spécifique, on utilise query selector. OK? Bien. Alors, maintenant, comme ici, vous voyez ici, dans le style, pour appliquer une largeur de 300 pixels, on a sélectionné tous les champs input qui ont le type number. Tous les champs input qui ont le type submit. C'est la même chose qu'on vient faire ici en JavaScript. Raison pour laquelle, avant de faire du JavaScript, il faut être à l'aise déjà avec HTML et CSS. Ce sélecteur qui est ici, bon, j'enlève ça. Donc, ce sélecteur qui est ici, c'est tout simplement un sélecteur CSS. Comme ça. C'est tout simplement un sélecteur CSS. Je veux pouvoir sélectionner tous les inputs qui ont le name opération. Tous les inputs qui ont le name opération. C'est ce que moi, je vais sélectionner. Et tous les inputs qui ont le name opération, c'est tout simplement les inputs qui ont notre valeur du signe. Voilà. Name opération, name opération, name opération, et enfin, name opération. Donc, query selector va nous permettre de sélectionner ces éléments-là parce qu'ils n'ont pas de sélecteur spécifique en JavaScript. Bien. Donc, c'est ce que je fais ici. Je fais document.querySelector et à l'intérieur ici, je vais tout simplement écrire mon input. Je mets les crochets pour sélectionner l'input sur lequel je veux travailler. Alors, c'est input name égale, je mets un crochet. Pourquoi une griffe, pardon. Pourquoi je mets une griffe? Parce que j'ai déjà mis des doubles griffes pour encadrer. Donc, quand je mets des doubles griffes pour encadrer, à l'intérieur, je mets des single griffes. Si j'avais mis des single griffes comme ça pour encadrer, alors à l'intérieur, je dois mettre quoi? Des doubles griffes. Comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser des doubles griffes à l'extérieur et à l'intérieur, utiliser des single griffes. Bien. Donc, input name. Quel name? Je viens regarder les inputs qui ont le name opération.
Donc, je copie tout simplement ça et je viens coller ici. Donc, là, je sélectionne tous les inputs qui ont le name opération. Mais nuance, lorsque vous utilisez document.querySelector input name opération, il va vous ramener quoi? Il va vous ramener que le premier élément. Et c'est ce qu'on avait vu. Ça ne vous ramène pas tout. Ça vous ramène que le premier élément. Alors, je vous ai dit, ça, je copie et je vais tester ça maintenant ou ça dans ma console. La console, c'est très puissant en JavaScript. Les navigateurs mettent ça à notre disposition pour pouvoir tester nos variables. Donc, je mets ici. Et je mets test signe. Donc, c'est juste pour tester. Donc, const testing, document.querySelector, input name, opération. Qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Il va m'envoyer tout simplement le plus. Parce que c'est le premier input qui a le name opération. Donc, je fais console.log. De quoi? De testing. Et qu'est-ce qu'il m'envoie? Il m'envoie le premier élément. Comme vous voyez ici, il m'envoie input qui a le name opération, parce que c'est ce que j'ai demandé, mais il m'envoie le premier élément. Et le premier élément, c'est le signe plus qui est là, le signe plus. Voilà. Quand je passe même mon curseur dessus, vous voyez que ça se surligne ici. Voilà. Mais nous, on ne veut pas toujours avoir le premier élément. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'élément qui est sélectionné. L'élément qui est sélectionné. C'est ça que nous, on veut. C'est l'élément qui est sélectionné que nous, on veut. Alors, pour pouvoir maintenant récupérer l'élément qui est sélectionné, c'est du HTML. Comment est-ce que le navigateur arrive à savoir que tel, c'est-à-dire input radio là, comment est-ce que le navigateur arrive à savoir que cet élément-là est sélectionné? C'est tout simplement lorsqu'on ajoute checkid. Et lorsqu'on vient en HTML, si je vais sélectionner le moins, le signe moins par défaut, en HTML, ça, on a déjà fait ça. Depuis le cours HTML, j'ajoute juste checkid, l'attribut checkid. Voilà, j'ajoute juste checkid. Lorsque j'ajoute mon checkid, automatiquement, quand je vais actualiser ma page, le signe moins est sélectionné en même temps. Le signe moins est sélectionné en même temps. Grâce à quoi? Grâce à l'attribut checkid. Donc, c'est ce même attribut checkid-là qu'on va utiliser, mais du côté JavaScript, pour qu'il puisse nous ramener le signe de l'élément qui est sélectionné. Bien. Raison pour laquelle j'enlève ici mon checkid parce que je ne veux rien sélectionner par défaut. Je viens en JavaScript et à l'extérieur, c'est-à-dire lorsque j'ai fini de sélectionner ici mon input name opération, je mets tout simplement à la fin du crochet 2 points, le même checkid HTML là. C'est ce que je mets ici. 2 points checkid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retourne-moi l'input qui a le name opération qui est coché. C'est ce que ça veut dire. Ça. C'est ce que ça veut dire. Retourne-moi le input qui a le name opération qui est coché. C'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, je copie ça et je vais tester dans ma console. En tout cas, je vous recommande de tester vos variables dans la console pour éviter d'avoir des erreurs. Je vais tester dans ma console. Bien. Donc, je mets ici test signe. Bien. Alors, je vais déjà actualiser la page. Voilà, OK. Bien. Donc, const test signe, document querySelector checkid. Et je lance. Et on va faire un console log. Console log de test signe. Qu'est-ce qui me ramène? Nul. Comme vous pouvez le voir ici. Il me ramène quoi? Il me ramène nul. Nul. Pourquoi il me ramène nul? Parce que rien n'est encore sélectionné. Moi, je lui ai dit, retourne-moi le input qui a le name opération qui est coché. Ne m'envoie pas le premier, ne m'envoie pas le deuxième, ne m'envoie pas le troisième, ne m'envoie pas le quatrième, ne m'envoie pas le centième. Ramène-moi celui qui est coché.
Et vu que rien n'est coché, il me renvoie nul. Nul, ça veut dire, dans la console test, il n'y a rien. C'est nul, c'est vide, il n'y a rien dedans. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Bien, on poursuit. Maintenant, je vais cocher le signe fois. Là, je clique ici sur le signe fois. C'est ce que je veux cocher. Donc, je vais faire un calcul de, par exemple, 10 fois 30, par exemple. Donc, je coche ici le signe fois. Je vais réinstancier. Donc, je fais const signe égal à document.querySelector, input name, opération check-in. Donc, je réinstancie ma variable et je fais console log de test signe. Et il me ramène quoi? Il me ramène fois. Pourquoi? Parce que fois est coché maintenant. Il me ramène fois. Si je décoche fois et que je vais cocher plus, ou bien même je vais cocher diviser, et que je réinstancie ma variable, et que je fais un console log, il va me ramener quoi? Diviser. Pourquoi? Parce que c'est diviser qui est coché présentement. Parfait. Est-ce que là, c'est compris? Est-ce que c'est bien compris? Parfait. Alors, on poursuit. Ici, comme vous pouvez le voir, il nous ramène quoi? Il nous ramène tout le input. Il nous ramène tout l'élément HTML. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas l'élément HTML, c'est la valeur. C'est la valeur qu'on veut. Voilà. Donc, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, à la fin de la parenthèse, on met tout simplement point value. Comme ça. Là, maintenant, il va nous ramener le signe et non pas tout l'élément HTML. Donc, j'actualise ma page. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Effectivement, on nous dit ici, on nous soit une erreur. Pourquoi? Parce qu'on lui dit, envoie-nous l'élément qui est coché, la valeur de l'élément coché. Et vu que rien n'est coché, donc il nous dit cannot read property of nul. Ça veut dire que rien n'est coché, tu me demandes de t'afficher quelque chose. Donc, il nous affiche un nul. Vous allez voir que si j'avais mis ici un coché par défaut, donc si j'avais mis un check-in dans mon HTML, on n'aura plus cette erreur. Voilà, on n'a plus l'erreur. Parce qu'il y a un élément qui est coché par défaut. Bien. Alors que nous, on ne veut pas cocher d'éléments par défaut. Nous, on ne veut pas cocher d'éléments par défaut. Alors, comment faire pour ne plus avoir cette erreur-là? C'est tout simplement utiliser une fonction. Et c'est à ce moment maintenant qu'on va créer notre fonction. Pourquoi? Parce que la fonction se déclenche seulement lorsque vous lui demandez de se déclencher. La fonction ne se déclenche pas au chargement de la page. Sauf si vous avez demandé à votre code de déclencher la fonction au chargement de la page. Sinon, une fonction, comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est tout simplement un groupement de code qui s'exécute selon une action que vous demandez. Donc, soit une action de clic, soit une action de mouse over. Donc, lorsque la souris, donc, c'est plusieurs événements. Événement de clic, événement de saisie, événement de souris. Il y a plein d'événements JavaScript qu'on verra un peu plus loin. On ne verra pas forcément tous les événements parce qu'il y en a plein, mais on verra les événements les plus utilisés. Keydown, Keyup, etc., etc. Déjà, à la session dernière, on a vu le premier événement qui est l'événement de clic. Au clic d'un élément, au clic d'un bouton, au clic d'une balise. Événement de clic. Événement de clic. Bien. On va créer notre fonction. Donc, pour créer une fonction, on met function, le mot-clé function, en anglais, function, qui veut dire fonction, et on va créer la fonction. Donc, le nom qu'on va donner à notre fonction, c'est calcul. On met les parenthèses. Toujours, c'est comme ça qu'on crée les fonctions. Et on met les accolades comme si on était dans du CSS. À l'intérieur de cette accolade-là, on va maintenant écrire toutes nos instructions JavaScript. Alors, donc, je copie tout ça et je mets ça à l'intérieur de ma fonction. Parce que je veux déclencher tout ça
tous ces éléments-là, je vais les déclencher lorsque je demande à ma fonction de se lancer. Et je demande à ma fonction de se lancer à quel moment? Lorsque je clique sur le bouton. Alors, ici, vous avez deux façons de faire un événement de clic. La première façon, c'est de faire l'événement de clic en HTML. Donc, vous venez ici sur le bouton et vous ajoutez l'attribut onClick. Comme ça. L'attribut onClick. Et à l'intérieur de l'attribut onClick, vous mettez le nom de votre fonction. Le nom de ma fonction, c'est quoi? C'est calcul. Donc, je copie ça, bien sûr, avec la parenthèse. Sans parenthèse, ce n'est plus une fonction. C'est une variable. Donc, voilà. Je colle ici. Donc, lorsque je vais cliquer sur le bouton, il va déclencher quoi? Il va déclencher ma fonction. Il va déclencher ma fonction. Et ça, on peut le prouver. Ici, vous allez voir, je fais juste un console log de NB1 plus signe plus NB2. Donc, au clic du bouton calculer, il va m'afficher dans la console les différents éléments qui sont contenus dans nos différentes variables qui sont là. Bien. Alors, on va diminuer tout ça un peu. Voilà. Bien. Voilà. Alors, j'actualise ma page. Premier chiffre, 20. Deuxième chiffre, 6. Et je prends le signe multiplié. Donc, 20 fois 6. Il ne va pas nous afficher le résultat, mais nous afficher le calcul. Je clique sur calculer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Calcul n'est pas une fonction. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit que calcul n'est pas une fonction? On va voir ça. Alors, où est-ce qu'on a fait l'erreur? A priori, il n'y a aucune erreur. Donc, pourquoi est-ce que notre navigateur chéri nous sort que calcul n'est pas une fonction? Calcul is not a function. Alors, est-ce que... je suis trompé sur quel mot-clé. C'est bien le mot-clé function. Et on a... Alors, est-ce parce que... Ah, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a déjà l'ID calcul ici. Je pense que c'est à cause de ça. OK. Alors, on va changer calcul ici. Et on va mettre calculatrice. Calculatrice. Voilà. Calculatrice. Voilà. Je crois bien que c'est parce qu'il y a déjà un ID calcul qui nous dit que calcul n'est pas une fonction. Donc, OK. Voilà. Et voilà. On va tester. Donc, 20, 6 et le signe fois. Et voilà. Effectivement, c'était ça. Parce que, donc, vous venez de voir une erreur, ça tombe bien. Donc, ne donnez jamais le nom de votre ID à une fonction. Sinon, vous aurez une erreur. Bien. Donc, ça nous affiche 20 fois 6. Parce que c'est ce qu'on a demandé. Donc, si je choisis plus et que je fais calculer, il m'affiche 20 plus 6. Si je fais diviser et que j'appuie sur calculer, il m'affiche 20 divisé par 6. Si je prends moins et que j'appuie sur calculer, il m'affiche 20 moins 6. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous, on veut faire? On veut plutôt faire le calcul. Bien. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer une variable. Donc, let égale let calcul, pardon, calcul égale
Et on va utiliser quoi? On va utiliser la fonction. Comme je vous ai dit, JavaScript crée des fonctions pour nous qu'on peut utiliser dynamiquement. Donc, on va utiliser quoi? On va utiliser la fonction eval. Qu'est-ce que la fonction eval fait? La fonction eval va tout simplement récupérer ça. Donc, va récupérer notre texte du calcul et va faire le calcul pour nous. C'est ce que la fonction eval nous permet de faire. Récupérer un texte et faire le calcul qui est à l'intérieur. Bien. Donc, ici, on fait eval de NB1 plus. Alors, plus, c'est une concaténation. Ce n'est pas une addition, c'est une concaténation qu'on fait ici. Voilà. Donc, NB1 plus le signe plus NB2. Bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais donc faire un console log de quoi? De calcul. Et on va voir si notre petite calculatrice marche. Bien. On vient ici. Je fais 26 plus, et ça va m'afficher 26 dans la console. Et c'est ce que ça m'affiche, 26. 26 moins, ça va m'afficher 14. Et c'est ce que ça m'affiche. 26 fois, ça va m'afficher 120. Et c'est ce que ça m'affiche. 26 divisé. Alors, est-ce que si c'est un multiple de 20, je ne pense pas. Ça m'affiche 3,35. Voilà, 3,35 à l'arrondi près. Alors, notre calculatrice marche. On peut fermer notre console. Maintenant, ce que nous, on veut faire, c'est afficher plutôt ce résultat-là ici. Pas dans la console, mais ici. Parce que les utilisateurs de notre calculatrice ne sont pas des développeurs. Ils ne savent même pas que la console existe. Donc, on veut l'afficher directement le résultat ici. Comment le faire? Où afficher le résultat? Le résultat doit s'afficher dans la div qui a l'ID écran. Donc, première des choses à faire, c'est récupérer la div. Donc, on va récupérer la div avec un document.get element ID. OK, comme ça. Et son ID, c'est quoi? C'est écran. Point. On veut ajouter à l'intérieur de, c'est-à-dire à l'intérieur ici de cette div-là, on va ajouter notre résultat. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez utiliser inner HTML. Inner HTML. OK. Soit vous pouvez utiliser text content. Vous avez les deux possibilités. Et ça même, c'est écrit dans le cours. Quand vous prenez au début du cours, comment injecter du contenu dans une balise, c'est marqué dans le cours. Alors, laissez-moi me retrouver. Voilà. Vous avez inner HTML, donc écrire dans un élément HTML en utilisant inner HTML, ou vous pouvez utiliser text content. Text content a été montré dans l'exemple. Ici. Text content. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser les deux. Parfait. Donc, ici, moi, j'aime bien utiliser inner HTML et je fais un égal. Donc, à l'intérieur de cette div, je veux ajouter quoi? Le résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est calcul. C'est la variable calcul. Et je finis mon instruction avec point virgule. Je fais mon calcul ici. La fonction eval va récupérer cette concaténation de chaînes de caractères, va trouver que, effectivement, c'est un calcul qu'il faut faire. Il va donc évaluer le calcul, me retourner le résultat qui va stocker dans la variable calcul. Ensuite, cette variable calcul a mon résultat. Je récupère avec un document getElementById la div où je dois afficher mon résultat. Avec la fonction .innerHTML, je fais une affectation de la variable calcul. Et on va voir ce que ça donne.
10, 6, plus, calculer. Et nous avons 16. Je vais faire une autre opération. 5, 5 fois 25. 30 fois 5. Et 30 divisé par 5, ça va nous envoyer 6. Et voici que notre petite calculatrice est fonctionnelle. Question. Réagissez. Question. Compréhension. Est-ce qu'on peut avancer? Parfait. Donc, vous allez essayer de refaire ça tranquillement chez vous. Pour ceux qui n'ont pas réussi. Voilà, vous allez essayer de faire ça tranquillement chez vous. Et voilà. Comme je l'ai dit, essayez. Il n'y a que comme ça que vous serez, voilà, vous serez vraiment aguerri en programmation, en développement web. Pratiquez beaucoup. Quand on fait des exercices et qu'on explique et que vous avez compris, après, essayez de refaire ça vous-même. Après, essayez de refaire ça vous-même. Parce que sinon, vous allez oublier. Voilà. Donc, essayez de refaire. Parfait. Alors, on va poursuivre rapidement avant 17 h, avant la pause. On va poursuivre un peu sur le cours. Bien. Alors, on va fermer tout ça. Style.css. On enlève ça. Index. Ça. Voilà. Et voilà. OK. Voilà. Bien. On peut poursuivre le cours. Alors, la dernière fois, nous étions arrêtés sur les variables. Voilà. Donc, déclarer une variable JavaScript. Donc, créer une variable en JavaScript s'appelle déclarer une variable. Vous déclarez une variable JavaScript avec le mot-clé var ou le mot-clé let. Il y a aussi le mot-clé const pour les constantes. Donc, voici des exemples. Var carname, let carname. Après la déclaration, la variable n'a pas de valeur. Donc, lorsque vous déclarez une variable comme ça, voilà. Lorsque vous déclarez une variable comme ça, elle n'a pas de type. C'est une variable qui est undefined. Elle n'a pas de type. Elle est indéfinie. OK? Alors, donc, la variable aura un type lorsque vous allez faire une affectation.
Là, maintenant, la variable a un type. Et son type ici, son type de données, c'est quoi? String ou chaîne de caractères. Donc, lorsque vous déclarez une variable sans affectation, elle n'a pas de type. Lorsque vous affectez une valeur à votre variable, la variable prend automatiquement le type de données de votre valeur. Donc, si c'était 2, ça allait être de type number. Si c'était true, ça allait être de type booléen. Bien. Après la déclaration, la variable n'a pas de valeur. Elle est indefined, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour affecter une valeur à la variable, utilisez le signe égal, comme je viens de montrer tout à l'heure. Bien. Donc, ici, c'est juste un exemple. Une déclaration de nombreuses variables. Alors, vous pouvez additionner avec let plusieurs variables. Et ça, c'est seulement avec let, comme c'est écrit ici. Vous pouvez déclarer plusieurs variables dans une seule instruction. Commencer l'instruction par let et séparer les variables par des virgules. Donc, let personne, ou bien let name égale droit, virgule, quoi d'autre? Cours égale JavaScript, virgule, quoi d'autre? Home égale Bassam. Voilà. Et à la fin, vous mettez un point virgule. Donc, lorsque vous allez mettre le point virgule, là, l'instruction prend fin. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la variable name, la variable cours et la variable home ont tous le type let. Mais par contre, vous pouvez mettre différents types de données. Voilà. Donc, les trois variables sont de type let, mais avec des types de données différents. Donc, home est booléen, cours est number et name est string ou chaîne de caractères. On continue. Donc, les valeurs indéfinies, c'est undefined. Lorsque vous déclarez une variable et que vous ne lui donnez pas de valeur, comme j'ai expliqué tout à l'heure, OK. Redéclaration des variables JavaScript. Donc, comme c'est écrit, vous ne pouvez pas redéclarer une variable déclarée avec let ou const, mais vous pouvez redéclarer des variables qui ont été déclarées avec var. Bien. L'arithmétique en JavaScript. Alors, c'est ici que cette première partie finit. Alors, j'ai commencé à rédiger le cours, je ne l'ai pas fini. Donc, il est sur mon OneDrive. Donc, on va aller sur le OneDrive pour récupérer le cours. Alors, je crois que c'est sur. Voilà, non, c'est même pas sur le OneDrive, c'est sur Google Drive. Voilà. Voilà. Et voici le cours JavaScript. Bien. Donc, nous allons rentrer dans l'arithmétique. Donc, l'arithmétique, c'est juste des mathématiques. Et c'est ce que j'ai eu à faire hier avec ceux qui suivent en présentiel. Et donc, on fera la même chose avec vous aussi aujourd'hui. Alors, on attend que le chargement finisse. Voilà. Bien. Arithmétique JavaScript. Comme pour l'algèbre, vous pouvez faire de l'arithmétique avec des variables JavaScript en utilisant des opérateurs comme égal et plus. Alors, let x égale à 5 plus 2 plus 3. Quel sera le résultat de x? Écrivez-moi le résultat de x. Sauf M. Larbi et M. Luc Botti, parce qu'eux, on a déjà fait ça hier. À part ça, tous les autres, voilà. Écrivez-moi le résultat de la variable x. Voilà.
Combien vaut x à ce niveau? Voilà. X vaut 10 exactement. Donc, ici, X vaut 10. Bien. Quelle est la valeur de X à ce niveau? Sur le deuxième exemple. Quelle est la valeur de X? Ici. Alors, Monsieur Yoro, pourquoi est-ce que vous avez écrit 7? Je demande sur le deuxième exemple. Là. Pourquoi est-ce que vous avez écrit 7? Le résultat, c'est John Doe. Là, ici, c'est une concaténation, il n'y a pas de calcul, il n'y a même pas de chiffre. OK. Sur le troisième exemple, quel sera le résultat de X? C'est là qu'on verra qui est fort. OK. Bien. Alors, maintenant, on va tester. Maintenant que vous avez répondu, on va tester tout ce que vous avez dit. Parfait. On va tester tout ça. OK. Donc, on fait let x égale 5 plus 2 plus 3. Let y égale John let z égale 5 plus 2 plus 3. Bien. Alors, on va faire un console.log de x déjà, dans un premier temps. Non, même pas un console.log. Voilà, on va faire document.write pour que ça s'affiche directement sur la page. Puisqu'on n'a rien sur la page, donc ça ne va rien effacer. Voilà, donc let x, document.write x. Donc, vous avez dit que le premier va afficher 10. On va vérifier ça. Voilà, ça nous affiche effectivement 10. Parfait. Donc, tous ceux qui ont dit 10, vous avez trouvé. Le deuxième, Y. Vous avez dit ça va nous afficher John Doe. On va voir. Ça nous affiche John Doe. Parfait. Donc, tous ceux qui ont dit ça, c'est bon. Maintenant, le dernier exemple. Vous avez dit 55. On va voir si vous avez raison. Ça nous affiche 523. Ça nous affiche 523. Souvenez-vous que, exactement, je vais expliquer ça maintenant, monsieur Abbé. Il nous affiche 523. Pourquoi? Parce qu'en JavaScript, lorsque la première valeur est une chaîne de caractères et que vous faites une concaténation, tout ce qui suit devient une chaîne de caractères. Donc, il ne fait plus de calcul. Parce que le premier élément qu'il a trouvé, c'est une chaîne de caractères. Alors, tout ce qui suit sera aussi chaîne de caractères. Il ne va plus additionner, il va faire une concaténation. Voilà pourquoi il affiche 523. Parce qu'il prend ça. Ça, c'est une chaîne de caractères. Ça, c'est un chiffre, mais lorsqu'il fait la concaténation, ça devient une chaîne de caractères. Et ça devient une chaîne de caractères. Donc, du coup, ça affiche 523. Ça ne fait plus de calcul. Est-ce que c'est compris? Par contre, si on fait let A égale 2 plus 3 plus 5 plus 7, non, attendez, plus 2 plus 3. Combien est-ce que ça va afficher ça?
quel sera le résultat de A? Voilà, j'ai mis la chaîne au milieu. Maintenant, dites-moi quel sera le résultat de A. Et vous avez raison. Ça fait 523. Pourquoi? Parce que ici, il fera le calcul parce qu'il trouve deux nombres. Mais à partir d'ici, il trouve une chaîne de caractères. Donc, il ne fait plus de calcul. Tout ça devient une chaîne de caractères. Donc, ça fera 523. Voilà. Donc, si vous avez compris ça, c'est que vous avez vraiment bien compris la différence entre concaténation et addition. Parce que le signe plus en JavaScript, c'est un signe de concaténation. Mais en arithmétique, c'est normal. En arithmétique, c'est un signe de calcul. Voilà. Bien. Donc là, c'est bon. Vous avez bien compris ce principe. C'est top. Parfait. On poursuit. On va s'arrêter juste là après le signe $. Donc, si vous mettez un nombre entre guillemets, le reste des nombres sera traité comme des chaînes et concaténées. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Signe $ JavaScript. Alors, étant donné que JavaScript traite un signe $ comme une lettre, les identifiants contenant $ sont des noms de variables. Nous avons aussi les soulignements. OK? Donc, on peut écrire des variables aussi avec le signe underscore. Et c'est ce que nous allons voir. Bien. Donc, ici, si je mettais ici $X, ça marche. $Y, ça marche. Underscore Z, ça marche. Underscore A, tout ça sont des variables. Tout ça, ce sont des noms des variables. Donc, vous pouvez écrire des variables comme ça. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi vous allez le faire, mais c'est possible. Mais sinon, si vous voulez écrire des variables, vous n'avez pas à vous emmerder à mettre des signes $ devant comme ça. Voilà. Vous écrivez tout simplement votre variable, tout simplement. Mais vous pouvez écrire des variables, si vous voulez, avec underscore devant ou $ devant. Donc ici, si je vais afficher $X, ça va tout simplement nous afficher 10, pardon. Voilà. Donc, si je veux afficher underscore Z, ça va nous afficher 523. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'écrire des variables comme ça. Mais, voilà, comme je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi vous allez le faire. Parce que même moi, je ne le fais pas. Créer des variables comme ça. J'ai toujours recommandé d'écrire des variables, des noms de variables, des variables dans des noms qui sont facilement mémorisables pour vous dans vos développements. Voilà. Alors, si vous avez bien compris cette partie, vous allez devoir m'excuser parce que là, j'ai un client qui est arrivé et on va se donner rendez-vous dans 1 heure pour continuer sur les opérateurs. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, parfait. Donc, on se donne rendez-vous dans 1 heure. J'espère vous revoir pour continuer sur les opérateurs. Mais déjà, essayez de reprendre l'exercice sur la calculatrice en attendant qu'on reprenne. Voilà.